Assurer le développement socio-économique et durable, l'accès aux services à large bande et l'utilisation des technologies de l'information et des communications en Afrique, c'était l'engagement pris par les chefs d'État lors de la signature du manifeste de Kigali en 2013. 10 ans plus tard, qu'est-il advenu des 5 priorités qui justifiaient la création de Smart Africa? Lassina Koné, bonjour. Bonjour, madame. Mettre les technologies de l'information et de la communication au cœur du développement socio-économique et améliorer leur accessibilité, c'est sur quoi se sont engagés les chefs d'État en créant en 2013 Smart Africa ou l'Afrique intelligente. 10 ans plus tard, où en est l'inclusion numérique et peut-on parler d'une Afrique 4.0 aujourd'hui? En 2013, Smart Africa a été créé par 7 chefs d'État aujourd'hui. Après 10 ans, on est 36 chefs d'État aujourd'hui, 36 nations, qui est composé de pratiquement 1 milliard, plus de 1 milliard 100 millions de populations qui sont engagées sur les 5 points, les 5 manifestos depuis 2013. La première des choses, c'est de placer la technologie de l'information et de la communication au centre du développement socio-économique de nos pays. Et effectivement, 10 ans après, il y a beaucoup d'avancements, non seulement en nombre de pays, mais aussi c'est un nombre de résultats qui est sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, Smart Africa, on conduit aujourd'hui pratiquement 34 initiatives, dont 13 schémas directeurs et quelques projets pilotes dans certains de ces pays. Mais 36 pays qui ont adhéré à Smart Africa sur les 54 que compte l'Union africaine, qui est membre de Smart Africa, ça fait pas beaucoup. Oui et non, ça dépend. Parce que c'est une alliance de volonté des pays. Quand on constate que 36 pays sur 54, souvent, les challenges dans les pays, c'est un problème administratif. Mais malgré tout ça, la plupart de ces pays, même non membres de Smart Africa, participent la plupart du temps à nos conseils des ministres et conseils des régulateurs. C'est juste la bureaucratie qui traîne, sinon c'est pas vraiment la volonté. Mais dans le manifeste de Kigali, on pouvait lire passer du téléphone mobile à Internet haut débit pour réduire la pauvreté. D'où viennent les blocages qui empêchent l'inclusion numérique du continent? Le blocage, si on peut le dire, moi je le dis que c'est un challenge. Le problème fondamental dans nos pays, c'est la réglementation. Tout ne se réduit pas à l'accès au financement. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, on n'a qu'à peine 40% de la population du continent qui est couverte en termes d'infrastructures de télécom, 40% de la population, mais on a à peu près 30% de la population qui sont couverts, mais qui n'utilisent pas à cause de 4 facteurs. Premièrement, c'est l'abordabilité. L'Internet est jugé trop cher. Deuxièmement, c'est accès aux outils intelligents comme les smartphones et les ordinateurs et les tablettes. Troisièmement, c'est le contenu, c'est-à-dire, vous n'allez pas dire donner de l'Internet à ma grand-mère pour faire du Facebook ou bien du social media. Non, il faut donner un contenu dans le contexte local. Et quatrièmement, c'est la confiance qui est liée à la cybersécurité. Donc, vous voyez, tous ces 4 éléments, c'est les décisions que les chefs d'État doivent prendre. Aujourd'hui, on tend vers la réglementation agile, qui est réglementation pour le développement, pas juste la réglementation. C'est différent. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la rapidité des uns et des autres à prendre les décisions, à passer les réformes au niveau des pays pour que nous puissions faire face à ces challenges. Cet engagement audacieux de la création de Smart Africa était également un engagement novateur des chefs d'État qui avaient décidé d'associer le secteur privé pour accélérer justement cette inclusion numérique. Alors, le leader mondial des fournisseurs de solutions technologiques a rejoint l'initiative Smart Africa. Quel bilan vous dressez justement de ce partenariat? Dès la création de Smart Africa en 2013, comme vous le savez, le 4e manifesto, on dit placer le secteur privé d'abord. Aujourd'hui, on est à peu près 50 à 55 secteurs privés qui sont membres de Smart Africa, inclus tous les géants. Quand je dis les géants, je parle de
Bon, je ne vais pas faire de publicité, je parle des grands géants. Ils sont tous membres, soit ils sont membres Platinum, ou alors ils sont membres or, ou alors argent. Qu'est-ce qu'ils font avec nous et quel intérêt? Ils ont compris que, nous, on a compris d'abord, les chefs d'État ont compris que pour que l'Afrique puisse être sur une roue accélératrice, il faut créer les conditions conducives, harmonisées, et ne pas présenter l'Afrique, par exemple, aux investisseurs en tant qu'un pays seulement, Ouganda ou Kenya ou la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, mais c'est de voir l'ensemble du continent, les 1,3 milliard. Alors là, ça demande un effort au niveau de l'harmonisation des lois, que ce soit la cybersécurité, que ce soit la protection des données personnelles, que ce soit tout ce qui est service ou alors des services qui ont de nature transfrontalière pour que l'Afrique soit vraiment intégrée. Puisque la vision de Smart Africa, c'est de transformer le continent en un marché numérique d'ici 2030. Et la mission, c'est de pouvoir faire cette transformation à travers une approche audacieuse pour gérer les parties prenantes. 2030, c'est demain, hein, Lansina Absolument. Koné. Alors, où en Absolument. sont justement des projets qui permettent justement cette accélération de la transformation numérique? Je pense notamment au roaming en Afrique, hein, la réduction du roaming, le coût de l'accès, vous l'avez relevé tout à l'heure, hein, la data est toujours très chère, et puis l'accessibilité du réseau continental. Parce qu'on voit bien que plusieurs chantiers ont été lancés pour l'interconnectivité du continent, mais on peine encore à avoir les résultats. Les projets qui sont en cours en ce moment, d'abord en commençant par le projet euh, Free Roaming, qui est un peu comme l'Europe. Quand vous prenez un numéro de téléphone en France, vous pouvez appeler à partir d'Espagne et d'Italie. Ça, c'est un projet qui est en cours, qui est déjà réalisé au niveau de l'Afrique de l'Est. Alors, nous avons l'Afrique de l'Est, quand nous avons lancé là-bas le projet pilote, on a vu une augmentation de 300% du trafic de voix entre les pays voisins, qui sont voisins. Alors, automatiquement, ça a été rendu permanent, ces services entre ces pays-là, que ce soit l'Ouganda, Kenya, le Rwanda, ainsi de suite, ils sont complètement free roaming. Quand vous appelez à partir du Kenya, l'Ouganda, c'est comme vous appelez au Kenya. Maintenant, nous sommes vers la CEDEAO, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a pour parler avec les régulateurs, puisqu'on a un conseil africain de régulateurs, pour pouvoir aussi accélérer le processus de free roaming au niveau de l'Afrique de l'Ouest ainsi que l'Afrique centrale. Ça, c'est un premier projet. Deuxième projet qui est l'infrastructure. Vous savez, l'infrastructure des télécommunications, nous avons eu la confiance des secteurs privés, les grands groupes, je ne dirais pas de nom, qui investissent beaucoup en Afrique en matière de réseau de télécommunications. Ils ont investi beaucoup d'argent pour la connectivité, mais ça ne suffit pas. Il y a un rôle du gouvernement à jouer par rapport au service universel, car le secteur privé ira seulement où le service est lucratif. Et nous voyons que dans chaque pays pratiquement africain, il y a un fonds de services universel qui a été créé pour pouvoir étendre la connectivité dans les zones rurales, mais pas seulement se suffire des zones rurales. Et ça, c'est en cours. Quand on regarde la pénétration de l'Internet, il y a 10 ans, on n'était pas à 40%, hein, on était à peine 20%. Aujourd'hui, on est à plus de 40, 41, 42% de la totalité. Mais il y a une réalité. Tant que nos systèmes d'identité ne sont pas interopérables, il n'y aura pas de marché unique africain, ni marché intégré. Pour cela, Smart Africa, nous avons lancé le projet qu'on appelle l'Alliance de confiance de Smart Africa, c'est-à-dire permettre à nos pays de se parler entre eux-mêmes et interopérer, mettre une plateforme en place pour que l'identité numérique soit établie, de telle sorte que le secteur privé qui se trouve en Ouganda peut cibler des marchés qui sont au Ghana et peut aussi authentifier l'identité qui est présentée. Lansina Koné, pour quelles raisons, malgré le fort potentiel qu'il y a en Afrique, hein, vous parliez tout à l'heure de la moitié de la population qui possède un téléphone portable, même si ce n'est pas un téléphone intelligent, l'Afrique n'est-elle pas un enjeu pour les GAFAM? L'Afrique est un enjeu pour les GAFAM. Les ressources naturelles aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole, ce n'est plus le cacao, ce n'est plus le diamant, c'est les données. Et en Afrique, on en a beaucoup. Nous avons une jeunesse dynamique, dont 70% de la population représente moins de 30 ans ou 35 ans.
selon certaines statistiques. Tous les matins, quand vous vous réveillez, vous faites quelque chose, vous posez un acte sur votre téléphone mobile. Et aussi, avec le téléphone mobile, nous avons pratiquement un milliard, demi-milliard de personnes qui ont le téléphone mobile. Nous générons par an plus de 495 milliards de dollars en transactions. Donc, l'Afrique est un enjeu pour la GAFAM. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand vous regardez ces grands groupes, il faut bien regarder les chiffres d'affaires. Où est-ce qu'ils le font? Où se trouve la croissance? La croissance n'est pas dans l'Occident. La croissance, c'est en Afrique. C'est quand même paradoxal que malgré ce potentiel, la data Oui. demeure encore inaccessible pour des millions d'Africains. Quand vous dites la data, il y a deux choses. La data, c'est le contenu qui est créé par l'individu, c'est une chose. Ou alors la data, l'accès à l'Internet, L'accès à c'est l'Internet. pas exactement l'accès à l'Internet. Bien sûr, ça devient cher, c'est toujours cher par rapport aux autres continents. Exactement, ça revient à la réglementation. Tout n'est pas réduit à accès aux finances. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble des pays africains, vous voyez des pays qui sont plus en avance que les autres pays. Mais posez-vous la question. Vous allez trouver que les pays qui sont en avance en matière de technologie, ils ont une réglementation agile. C'est-à-dire, quand il y a une nouvelle technologie, par exemple, je vous donne mobile money, le mobile money qu'on utilise partout en Afrique, il y a certains de nos gouvernements décident de les taxer dès le départ. Alors, mais quand vous les taxez, mais ça tue l'innovation. Et vous verrez d'autres pays, ils n'ont pas de loi pour taxer le mobile money. Ils laissent d'abord que toute la population soit bien maillée et on verra ça ensuite. Pour terminer, Lassina Koné, en matière de développement des technologies de l'information et de la communication, deux pays sont souvent cités en exemple. Le Ghana, hein, où le premier centre d'intelligence artificielle a été créé, et puis le Rwanda, qui abrite le siège de Smart Africa. Que peuvent faire les autres 52 pays pour se mettre à niveau? C'est le partage des bonnes pratiques à travers la plateforme de Smart Africa. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez cité le Ghana, mais aussi évidemment le Bénin. Si vous voyez aujourd'hui, le rang du Bénin en matière de l'économie numérique n'est pas la même chose il y a 5 ans. Le Bénin a fait passer la stratégie nationale d'intelligence artificielle il y a à peine 3 semaines. Il y a 5 ans, c'était le Rwanda, le Rwanda. Mais aujourd'hui, vous citez aujourd'hui le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui est très, très agressif, le Bénin, qui est très, très agressif d'ailleurs. Alors, c'est à travers la plateforme de Smart Africa, les rencontres ministérielles, les rencontres des régulateurs, c'est à travers ça que nous partageons l'expérience. C'est la raison pour laquelle vous devenez membre quand vous devez diriger un projet phare pour votre pays et pour le continent. Lassina Koné, alors on se donne rendez-vous en 2025 pour faire un nouveau bilan. Ça sera un plaisir. Je suis très honoré. Merci. Merci beaucoup.